Comme la promenade du côté de Méséglise était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray, et qu'à cause de cela on la réservait pour les temps incertains, le climat du côté de Méséglise était assez pluvieux, et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville, dans l'épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert. Souvent le soleil se cachait derrière une nuée qui déformait son ovale, et dont il jaunissait la bordure. L'éclat, mais non la clarté, était enlevé à la campagne où toute vie semblait suspendue, tandis que le petit village de Roussainville sculptait sur le ciel le relief de ses arêtes blanches avec une précision et un fini accablant. Un peu de vent faisait envoler un corbeau qui retombait dans le lointain, et contre le ciel blanchissant, le lointain des bois paraissait plus bleu, comme peint dans ces camailleux qui décorent les trumeaux des anciennes demeures. Mais d'autres fois se mettait à tomber la pluie dont nous avait menacé le capucin que l'opticien avait à sa devanture. Les gouttes d'eau, comme des oiseaux migrateurs qui prennent leur vol tous ensemble, descendaient à rangs pressés du ciel. Elles ne se séparent point. Elles ne vont pas à l'aventure pendant la rapide traversée, mais chacune tenant sa place attire à elle celle qui la suit, et le ciel en est plus obscurci qu'au départ des hirondelles. Nous nous réfugions dans les bois. Quand leur voyage semblait fini, quelques-unes, plus débiles, plus lentes, arrivaient encore, mais nous ressortions de notre abri, car les gouttes se plaisent au feuillage, et la terre était déjà presque séchée que plus d'une s'attardait à jouer sur les nervures d'une feuille, et suspendue à la pointe, reposée, brillante au soleil, tout d'un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche, et nous tombait sur le nez. Souvent aussi nous allions nous abriter pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre sous le porche de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française. Au-dessus de la porte, les saints, les rois chevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de funérailles étaient représentés comme ils pouvaient l'être dans l'âme de Françoise. Le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes relatives à Aristote et à Virgile, de la même façon que Françoise à la cuisine parlait volontiers de Saint-Louis, comme si elle l'avait personnellement connu. On sentait que les notions que l'artiste médiéval et la paysanne médiévale avaient de l'histoire ancienne ou chrétienne, et qui se distinguaient par autant d'inexactitude que de bonhomie, ils les tenaient non des livres mais d'une tradition à la fois antique et directe, ininterrompue, orale, déformée, méconnaissable et vivante. Non plus appliquée à la pierre mais détachée du porche, d'une stature plus qu'humaine, debout sur un socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide, une sainte avait les joues pleines, le sein ferme et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crin, le front étroit, le nez court et mutin, les prunelles enfoncées, l'air valide, insensible et courageux des paysannes de la contrée. Cette ressemblance qui insinuait dans la statue une douceur que je n'y avais pas cherchée, était souvent certifiée par quelques filles des champs venues comme nous se mettre à couvert, et dont la présence, pareille à celle de ces feuillages pariétaires qui ont poussé à côté des feuillages sculptés, semblait destinée à permettre, par une confrontation avec la nature, de juger de la vérité de l'œuvre d'art. Quelquefois le temps était tout à fait gâté, il fallait rentrer, rester enfermé dans la maison. Ça et là, au loin, dans la campagne que l'obscurité et l'humidité faisaient ressembler à la mer, les maisons isolées accrochées au flanc d'une colline plongée dans la nuit et dans l'eau brillaient comme des petits bateaux qui ont replié leurs voiles et sont immobiles au large pour toute la nuit. Assis dans le petit salon où j'attendais l'heure du dîner en lisant, j'entendais l'eau dégoûtée de nos marronniers, mais je savais que l'averse ne faisait que vernir leurs feuilles, et qu'ils promettaient de demeurer là comme des gages de l'été toute la nuit pluvieuse à assurer la continuité du beau temps, qu'il avait beau pleuvoir, demain au-dessus de la barrière blanche de Tansonville onduleraient aussi nombreuses de petites feuilles en forme de cœur. Et c'est sans tristesse que j'apercevais le peuplier de la rue des Perchamps adresser à l'orage des supplications et des salutations désespérées. C'est sans tristesse que j'entendais au fond du jardin les derniers roulements du tonnerre roucouler dans les lilas. Si le temps était mauvais dès le matin, mes parents renonçaient à la promenade et je ne sortais pas.
Mais je pris ensuite l'habitude d'aller ces jours-là marcher seul du côté de Méséglise-la-Vineuse, dans l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte, faisant triompher à la fois ceux qui prétendaient que son régime affaiblissant finirait par la tuer, et non moins les autres qui avaient toujours soutenu qu'elle souffrait d'une maladie non pas imaginaire mais organique, à l'évidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligés de se rendre quand elle y aurait succombé, et ne causant par sa mort de grandes douleurs qu'à un seul être, mais à celui-là, sauvage. Pendant les 15 jours que dura la dernière maladie de ma tante, Françoise ne la quitta pas un instant, ne se déshabilla pas, ne laissa personne lui donner aucun soin, et ne quitta son corps que quand il fut enterré. Alors nous comprîmes que cette sorte de crainte où Françoise avait vécu des mauvaises paroles, des soupçons, des colères de ma tante, avait développé chez elle un sentiment que nous avions pris pour de la haine, et qui était de la vénération et de l'amour. Sa véritable maîtresse, aux décisions impossibles à prévoir, aux ruses difficiles à déjouer, au bon cœur facile à fléchir, sa souveraine, son mystérieux et tout-puissant monarque n'était plus. Cet automne-là, tout occupé des formalités à remplir, des entretiens avec les notaires et avec les fermiers, mes parents n'ayant guère de loisirs pour faire des sorties que le temps d'ailleurs contrariait, prirent l'habitude de me laisser aller me promener sans eux du côté de Méséglise, enveloppé dans un grand plaid qui me protégeait contre la pluie, et que je jetais d'autant plus volontiers sur mes épaules que je sentais que ces rayures écossaises scandalisaient Françoise, dans l'esprit de qui on aurait pu faire entrer l'idée que la couleur des vêtements n'a rien à faire avec le deuil, et à qui d'ailleurs le chagrin que nous avions de la mort de ma tante plaisait peu, parce que nous n'avions pas donné de grands repas funèbres, que nous ne prenions pas un son de voix spécial pour parler d'elle, que même parfois je chantonnais. Mes promenades de cet automne-là furent d'autant plus agréables que je les faisais après de longues heures passées sur un livre. Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais. Mon corps obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions. Les murs des maisons, la haie de Tansonville, les arbres du bois de Roussainville, les buissons auxquels s'adosse Montjouvin, recevaient des coups de parapluie ou de canne, entendaient des cris joyeux qui n'étaient les uns et les autres que des idées confuses qui m'exaltaient et qui n'ont pas atteint le repos dans la lumière pour avoir préféré à un lent et difficile éclaircissement le plaisir d'une dérivation plus aisée vers une issue immédiate. La plupart des prétendues traductions de ce que nous avons ressenti ne font ainsi que nous en débarrasser, en le faisant sortir de nous sous une forme indistincte qui ne nous apprend pas à le connaître. Quand j'essaie de faire le compte de ce que je dois aux côtés de Méséglise, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est cet automne-là, dans une de ces promenades près du talus broussailleux qui protège Montjouvin, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Après une heure de pluie et de vent contre lesquels j'avais lutté avec allégresse, comme j'arrivais au bord de la mare de Montjouvin, devant une petite cahute recouverte en tuiles où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître, et ses dorures lavées par l'averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuiles encore mouillé à la crête duquel se promenait une poule. Le vent qui soufflait tirait horizontalement les herbes folles qui avaient poussé dans la paroi du mur et les plumes de duvet de la poule qui les unes et les autres se laissaient filer au gré de son souffle jusqu'à l'extrémité de leur longueur, avec l'abandon de choses inertes et légères. Le toit de tuiles faisait dans la mare que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé. « Zut, 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 zut !» Mais en même temps,
je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Et c'est à ce moment-là encore, grâce à un paysan qui passait, l'air déjà d'être d'assez mauvaise humeur qui le fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie dans la figure, que j'appris que les mêmes émotions ne se produisent pas simultanément dans un ordre préétabli chez tous les hommes. Plus tard, chaque fois qu'une lecture un peu longue m'avait mise en humeur de causer, le camarade à qui je brûlais d'adresser la parole venait justement de se livrer au plaisir de la conversation et désirait maintenant qu'on le laissât lire tranquille. Si je venais de penser à mes parents avec tendresse et de prendre les décisions les plus sages et les plus propres à leur faire plaisir, ils avaient employé le même temps à apprendre une peccadille que j'avais oubliée et qu'ils me reprochaient sévèrement au moment où je m'élançais vers eux pour les embrasser. Parfois, à l'exaltation que me donnait la solitude s'en ajoutait une autre que je ne savais pas en départager nettement, causée par le désir de voir surgir devant moi une paysanne que je pourrais serrer dans mes bras. Né brusquement et sans que j'eusse eu le temps de le rapporter exactement à sa cause, au milieu de pensées très différentes, le plaisir dont il était accompagné ne me semblait qu'un degré supérieur de celui qu'elle me donnait. Je faisais un mérite de plus à tout ce qui était à ce moment-là dans mon esprit, aux reflets roses du toit de tuiles, aux herbes folles, au village de Roussainville où je désirais depuis longtemps aller, aux arbres de son bois, au clocher de son église, de cet émoi nouveau qui me les faisait seulement paraître plus désirables, parce que je croyais que c'était eux qui le provoquaient, et qui semblaient ne vouloir que me porter vers eux plus rapidement quand il enflait ma voile d'une brise puissante, inconnue et propice. Mais si ce désir qu'une femme apparue ajoutait pour moi au charme de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la nature en retour élargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop restreint. Il me semblait que la beauté des arbres c'était encore la sienne, et que l'âme de ces horizons, du village de Roussainville, des livres que je lisais cette année-là, son baiser me la livrerait. Et mon imagination reprenant des forces au contact de ma sensualité, la sensualité se répandant dans tous les domaines de mon imagination, mon désir n'avait plus de limite. C'est qu'aussi, comme il arrive dans ces moments de rêverie au milieu de la nature où l'action de l'habitude étant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de côté, nous croyons d'une foi profonde à l'originalité, à la vie individuelle du lieu où nous nous trouvons. La passante qu'appelait mon désir me semblait être non un exemplaire quelconque de ce type général, la femme, mais un produit nécessaire et naturel de ce sol. Car en ce temps-là, tout ce qui n'était pas moi, la terre et les êtres, me paraissait plus précieux, plus important, doué d'une existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits. Et la terre et les êtres, je ne les séparais pas.